Bon alors, comme écologie, parce qu'on va dépoussiérer un petit peu, et revivifier cette notion, ou essayer de la bousculer un peu, de la faire vibrer, bouger, claudiquer, peut-être pour la remettre debout à notre manière. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. Pourquoi comme écologie? Alors j'aurais pu dire comme élection, hein, n'est-ce pas? Et réfléchir à notre devenir de démocratie censitaire ou parodique, je ne sais pas. Eh bien parce que, il me semble que c'est le problème, en tout cas les problèmes politiques centraux que nous avons à traiter dans les années à venir, vont être dits dans les mots de l'écologie, sous l'étendard de l'écologie. Et à cet endroit-là, écologie en fait fait l'objet d'une énorme distorsion. C'est-à-dire là où au départ c'était une science, fondée à la fin du 19e siècle par un dénommé Ernst Haeckel, cette science-là devient littéralement une gouvernementalité, c'est-à-dire un mode d'exercice du pouvoir généralisé dans une société. On exerce le pouvoir au nom de l'écologie des institutions vers les gens, mais aussi entre les gens eux-mêmes, à l'intérieur des entreprises ou dans des relations sociales ou familiales. Mais aussi, c'est au nom de l'écologie et dans ses termes et dans sa science qu'on va organiser nos relations avec le vivant, voire même avec les paysages. Donc ça devient totalement central. Et cette gouvernementalité, elle a deux caractéristiques. Elle procède d'abord d'une mise en chiffres du monde. Voilà, c'est une approche de mise en chiffres, de mise en tableur Excel de la totalité de l'existence. On se met à avoir des lignes bien contrôlées, bien maîtrisées, dans lesquelles on pense pouvoir prévoir très exactement comment va se comporter la création. C'est rassurant. Et puis, dans un schéma de toute puissance, on imagine que désormais, l'être humain est seigneur et maître, et il est là comme un petit bonhomme devant son tableau de bord, et il peut piloter exactement selon les paramètres sa petite machine qui est devenue la Terre à ses yeux. Bon, alors, je caricature à peine, je pense vraiment qu'on en est là. Repartons du début. Comment faire pour disposer nous autres, gens du commun, gens qui ne sommes pas des scientifiques de l'écologie, comment disposez-nous d'un terme qui vale quelque chose à nos yeux? Comment faire en sorte que ce mot-là veuille dire quelque chose? Alors, on peut repartir de l'origine du mot, mais ça ne nous sert pas à grand-chose, parce que dans le fond, l'origine du mot, c'est un concept qui est excluant. Alors, Ernst Haeckel, à la fin du 19e siècle, pour améliorer en quelque sorte le concept darwinien, encore très chrétien, d'économie de la nature, qui reprend quasiment économie du monde, vient nous dire que dans le fond, qu'est-ce que c'est que l'écologie? C'est la science, logos, le discours, la science, appliquée à l'oikos, c'est-à-dire la maison en tant qu'elle est organisée, en tant qu'il y a un train de vie de la maison. Bon, en fait, il l'a défini comme la science de l'ensemble des relations à l'intérieur d'un écosystème. C'est la science qui étudie les ensembles relationnels à l'intérieur d'un écosystème. Bon, le problème, c'est que dès lors qu'on dit que c'est une science, il y a ceux qui savent et ceux qui savent pas. Il y a ceux qui sont dépositaires de cette science et qui en maîtrisent les outils, les méthodes, les codes, etc. Et ceux qui ne la connaissent pas. Or là, on développe un champ qui touche tous les aspects de la vie sociale, de la vie privée, de la vie politique, et par conséquent, il est très difficile d'accepter une compétence excluante. Bien. Alors, sur quoi il y aurait des citoyens qui seraient un peu moins des citoyens que d'autres, ne disposant pas de la science politique par excellence qui serait l'écologie. Bon. Alors, on est par ailleurs, on n'est pas facilité si on veut s'introduire à l'écologie par des lectures, parce qu'il y a tellement de gens qui ont écrit des choses magnifiques sur l'écologie. Et c'est un champ qui est très complexe, très polémique, avec des gens qui s'affrontent. Il y en a qui sont pour... je sais pas, si vous prenez l'hypothèse Gaïa, qui ramène l'idée d'une altérité radicale, à des gens qui ont fait de l'écologie comme science dure, à des gens qui ont fait de l'écologie comme politique, je sais pas, des choses aussi différentes que Thoreau, Rousseau, Hulot, je sais pas, Rosa Luxembourg qui est citée de temps en temps, avec Dominique Bourg pour faire des rimes en our. Si vous prenez André Gorz, Edgar Morin et vous les mettez en face de Hans Jonas ou Ulrich Beck, pour ceux qui connaissent, vous voyez de quoi je parle, et pour ceux qui connaissent pas, je vous dis simplement que c'est un champ extraordinairement diversifié qui va pas nous aider à avoir une idée simple, robuste, à l'usage du quotidien de ce qu'on pourrait penser être l'écologie. Et moi, je voudrais repartir à la racine du mal, de cette espèce d'alliance, de cette, on pourrait dire presque
torsion, corruption de la science comme gouvernementalité. Donc le fait qu'on utilise une science pour gouverner, quoi, pour faire office pour produire en fait les décisions politiques à la place des gens, pour justifier la prise de décisions politiques à la place des gens. En gros, faire de l'écologie une technocratie. Comment on fait pour se sortir de là ? Bon, moi je dirais qu'à travers toutes les postures prises dans le champ public aujourd'hui, il y a 3 grandes positions qui se manifestent. Gors aurait dit 2. Il aurait dit il y a les gens qui sont pour la technocratie, c'est-à-dire ceux qui savent comprendre la catastrophe écologique sont les seuls à avoir le pouvoir, et les autosuffisants, l'autosuffisance, l'effort sur soi-même pour se suffire à soi et devenir un être réellement respectueux de l'environnement. Bon. Il me semble que c'est pas totalement satisfaisant. Je dirais qu'il y a 3 grandes postures. Bon. De l'écologie. L'écologie comme gestion, mode de gestion de l'environnement. Voilà. L'écologie comme mode de gestion de l'environnement, ça c'est un truc. L'écologie comme soin de soi. Je fais attention à ne pas polluer autour de moi parce que sinon c'est mauvais pour moi, ma famille et mes enfants. Je fais attention à ce que je mange, je fais attention aux pesticides, je fais attention à ce que je mets sur ma peau, etc., etc. Donc, gestion de l'environnement, soin de soi, et au milieu, il y a la catégorie qui devient de plus en plus importante, qui est effacement de soi. Effacement de soi, que ce soit pour ne pas laisser de traces, pour limiter au maximum son impact, voilà, et que ce soit aussi effacement de soi en tant que sujet sensible, alimentant ma réflexion sur là où je vis, avec qui je vis, les êtres, etc., pour appliquer finalement des principes, des doctrines, des décisions conçues à une échelle où la science s'est manifestée et où elle a été capable de produire des avis qui sont bons. Bon. Alors, qui sont présentés comme tels. Je reprends. Gestion de l'environnement, soin de soi, effacement de soi. Et effacement de soi, pour moi, elle est un peu mixte parce que l'effacement de soi, on le trouve aussi bien dans un effort de simplicité volontaire que dans la soumission à des mesures technocratiques. Voilà. À de l'écolo-technocratie, si on veut bien. Donc voilà, 3 positions. Gestion, pure et parfaite, des subjectivations autour de ça. Un peu de sujet autour du soin de soi. Et l'hybride qui est au milieu, qui est l'effacement de soi. Bien sûr, c'est pas toute l'écologie qui est résumée là. Je dis simplement que de mon point de vue, on peut classer la plupart des manifestations de l'écologie dans la société aujourd'hui dans ces 3 catégories-là. Voilà. Dans gestion de l'environnement, vous avez bien entendu gestion du risque. Hein. Bon. Or, moi, ça ne me satisfait pas parce que ces 3 notions-là sont arbitrées en quelque sorte, jouent autour d'un grand énoncé, la plupart du temps implicite, très rarement explicité, mais parfois explicité. Et qui me paraît extrêmement gênant dans ses conséquences, en tout cas qu'on ne peut pas laisser passer sans discuter. Cet énoncé-là, il a été produit par un philosophe politique sur France Culture il y a quelques temps. Je vous ai mis le lien en description, qui s'appelle Monsieur Augagneur, qui a été interviewé sur une histoire de l'écologie, une histoire de la philosophie politique qui se conçoit comme écologique ou écologiste, et entre beaucoup de choses et de manière très compétente et très nourrie, c'est pas du tout, je l'agresse pas du tout, hein. Il dit quelque chose, il explicite quelque chose qui est, à mes yeux, un point de départ insupportable. Ce qu'il dit, c'est, voilà, dans le fond, nous ne pouvons pas, avec nos sens, sentir, comprendre, connaître le réchauffement climatique. La catastrophe, les grands enjeux humains ne sont pas perceptibles, ne sont pas sensibles pour nous autres. Et ça, c'est à la fois une évidence et une catastrophe. Je ne peux pas, moi qui habite en Normandie, en regardant mes lavandes, savoir, connaître et comprendre les neiges remplies de petites billes de plastique qui tombent sur l'Antarctique. Non, ça ne m'est pas disponible. C'est évident. Si je subis la météo, il est tout à fait établi que je ne comprends rien au climat et encore moins à ce qui, là-haut, dans le ciel, impacte la couche d'ozone. Il n'en demeure pas moins
que je suis un être sensible au milieu d'êtres sensibles avec qui j'ai des relations politiques sans arrêt, humains, animaux, végétaux, etc. Et au nom de quoi et avec quelles conséquences j'abolirais cette perception du monde que j'ai pour dire, ben voilà, non, en fait, le monde est quelque chose que tu ne peux pas appréhender. Alors je parle de moi, mais évidemment n'importe qui peut avoir le même raisonnement. Quel est le risque ? À partir du moment où je ne regarde plus le niveau de ma mare ou le niveau de la Seine si je suis parisien, où je ne regarde plus, où j'ai l'habitude de décrédibiliser mon appréhension du réel, où je ne regarde plus voilà, les animaux, la présence des insectes, la disparition des insectes de nos campagnes, c'est quelque chose que n'importe qui peut ressentir tout de suite. Et à Paris même, ou à Marseille, ou à Lyon, ou à Lille, ou de n'importe quelle grande ville comme ça, complètement hors nature. Évidemment qu'on peut voir quand il pleut pas, la notion de qualité de l'air, etc. Le diagnostic sur la qualité de l'ensemble relationnel dans lequel on se situe, n'importe qui peut le poser. Il pose le sien. Et quel est le risque du fait de lui dire « Attends, il n'est pas pertinent ». Le bon diagnostic, c'est celui qu'on pose à l'échelle planétaire, à l'échelle de la mondialisation, à l'échelle de temps que tu ne maîtrises pas. Ben, le risque, c'est qu'évidemment, quand on dit à quelqu'un l'urgence pour toi, c'est de sauver les ours blancs, mais ça peut pas être l'urgence. Bien sûr que non. L'urgence, elle est quotidienne. Elle est tiens, mes arbres ont une sale gueule. Tiens, mon frigo est plein ou vide. Tiens, j'ai plus d'eau, j'ai de l'eau. Tiens, mon voisin d'à côté, qui est agriculteur, il a tel et tel problème qui le mettent de telle manière dans la merde. Ou tiens, il a trouvé telle solution. C'est ça qui est quotidien. C'est ce qu'on a toujours en face de soi. Or, dans la gouvernementalité écologique contemporaine, dans le fond, on dit aux uns et aux autres, d'abord, votre expertise, votre sensibilité sur le monde est nulle. Voilà. Deuxièmement, donc on va collectivement se déposséder de cette sensibilité pour créer une sensibilité macrosystémique, universelle, mondiale, etc. Un thermomètre mondial qui va informer le tableau de bord mondial à partir duquel l'humanité va pouvoir piloter la création. Bon. Moi, je vous propose l'hypothèse... je vous fais la proposition suivante pour nourrir ce qui serait quelque chose comme une ambition extrêmement humble et énorme en même temps d'un parti pris écologique qu'on pourrait dire commun, populaire, normal. Je reviens là-dessus. Ça me choque pas du tout qu'il y ait des spécialistes en écologie, que ce soit des scientifiques qui fassent de la science dure, des gens qui fassent des sciences humaines, des sciences sociales. Ça me dérange pas du tout, comme en toute matière, qu'il y ait des gens excellents qui proposent des méthodologies robustes, extraordinaires, etc. Par exemple, il y a des mathématiciens géniaux, ça m'empêche pas de vouloir savoir compter. Et en politique, ça ne m'empêche pas de vouloir être capable de refaire tous les comptes qui me sont présentés. J'admets qu'il y ait des gens qui sont d'extraordinaires littérateurs. Je veux savoir lire et écrire et être néanmoins capable de penser ce que je pense de n'importe quel texte et notamment de n'importe quel programme. Dès que ça touche à la politique, je renie à quiconque le droit de se faire un avis à ma place. Eh bien, de la même manière, j'admets qu'il y a des politistes et des politologues. Je ne leur laisse pas le dernier mot sur ma décision. Donc de la même manière, il me semble qu'en écologie, il faut qu'on ait une version simple, populaire, non pas d'appliquer les ordres, non pas d'appliquer les maximes, mais de penser ce qui est écolo et ce qui ne l'est pas, et d'être soi-même capable de faire le distinguo. Et dès lors qu'on a compris que la réflexion écologique, c'est une réflexion qui sonde la relation qu'on a, les relations qu'on a et que d'autres ont dans l'endroit où on est, donc être quelque part, savoir que ce quelque part est un ensemble relationnel et que dans ces relations, on n'est pas le centre, mais qu'il y a des tas de relations. Que par ailleurs, ces relations, on a intérêt à les voir, à les produire comme symbiotiques, c'est-à-dire que la survie de l'un participe à la survie de l'autre et on cherche absolument à ne rien éradiquer, mais au contraire
à favoriser, à protéger, à maintenir les relations de symbiose, dès lors, j'aurais tendance à dire que une position écologique, c'est une position dans laquelle, ou une action écologique, dans laquelle on est capable de rendre compte des relations qui sont engagées. Voilà. Si je suis capable de rendre compte, en pleine conscience, des relations qui sont engagées entre moi et les autres humains entre moi et les autres animaux, les animaux entre moi et les autres végétaux, les végétaux entre les végétaux avec les animaux avec les animaux, etc. Tout ça, tout ce qui se passe dans un potager, dans le fond. Dès lors, effectivement, je suis en train de prendre une posture écologique. Je suis en train de faire de l'écologie. Dès lors que je suis en train d'essayer de comprendre et de protéger dans un régime symbiotique la totalité des relations des endroits dans lesquels je suis. Bon. Alors ça a l'air compliqué comme ça, mais dans le fond, ça l'est pas du tout. En fait, c'est hyper simple. Et je dirais même, plus c'est simple, plus c'est écolo. Prenez par exemple une technologie. Une technologie qu'on va utiliser pour écrire, ou... oui, tiens, voilà, pour écrire. Si j'utilise une craie, ou un stylo, ou un smartphone qui enregistre en temps réel sur le cloud, vous voyez l'effort que je demande à l'ensemble relationnel de ce qu'il y a autour de moi pour me produire cet outil-là. Plus il est simple, plus je vais effectivement tout de suite avoir un impact infiniment moindre. De la même manière, quand j'essaye d'appliquer un principe de permaculture au potager en disant au lieu d'aller chercher un intrant produit à tel endroit avec telle puissance électrique, avec de la chimie, mis dans un petit flacon produit en série en Chine pour que ça me soit vendu pas cher, etc. Bon, je sais pas, typiquement pour enlever des pucerons. Si je me dis non, en fait je vais utiliser les propriétés de la rhubarbe macérée, non seulement je vais économiser des thunes, puis je vais mettre des œillets de poète, et puis je sais pas, des œillets d'Inde, et puis des oignons. Non, parce que sinon ça attaquait vachement mes brocolis. Bon, peu importe. Dès lors que je rentre là, vous voyez que la solution est simple, immédiate, à portée de main, là. Et par conséquent, effectivement, c'est très simple. Je peux en rendre compte. Je sais comment j'engage l'ensemble des relations à cet endroit-là. Bien que je ne sache pas exactement où vont aller les pucerons une fois que je les aurai chassés des brocolis. Et ça, il faudra mener l'enquête. Donc, j'ai pris l'exemple du stylo pour toucher les urbains aussi bien que les campagnards. Mais dans le fond, avec la technique, c'est assez clair. Si je suis capable de rendre compte des relations qui sont présentes dans mon geste, dans ma technique, dans ma technologie, dans ma parole, alors je suis effectivement capable d'avoir la pensée écologique du lieu et capable d'avoir une action à cet endroit-là. Dès lors que je ne suis plus capable de rendre compte de rien de ce dont je me sers, voilà, exemple typique, je sais pas, la magnéto-résistance géante de ce qu'il y a dans ce bidule-là, que je sais pas du tout ce que c'est, voilà, et là, l'écologie, ça sera une gouvernementalité, ça sera une manière de dominer, ça sera une manière de mettre en calcul, ça sera une manière de donner des manettes à des gens que je connais pas, et surtout ça sera une manière, si on commence à parler de ça, de me mobiliser non plus comme être vivant à l'intérieur d'un ensemble relationnel, mais en tant que consommateur responsable suivant des guidelines produites par des institutions internationales. Bon, vous voyez l'espèce de chemin. Voilà, donc en gros, qu'est-ce que je voulais vous dire ? On reprend depuis le début. À cause d'un péché originel, c'est-à-dire sa fondation en tant que science et donc en tant que discipline excluante, l'écologie s'est retrouvée disponible comme outil de domination, outil de gouvernementalité, et alors que c'est ce dont chacun doit s'emparer, et alors que c'est vraiment une urgence absolue, quoi, puis un plaisir absolu par ailleurs, alors que c'est ça, on se retrouve avec finalement un non-sens, un mot qui est de plus en plus vidé de sa substance, et surtout une impassibilité. Oh, salut. Alors ça, c'est des faux colibris, c'est vachement sympa. En fait, c'est un papillon. On se retrouve avec une impossibilité finalement de produire un pouvoir écolo.
Pas qu'on puisse pas élire des écolos, c'est pas ça la question, mais on n'arrive pas à produire collectivement les réactions qui pourraient nous sortir de l'ornière. C'est-à-dire, par exemple, réussir à réellement réguler le climat, arrêter de le défoncer, arrêter de défoncer les sols, arrêter de défoncer les eaux, arrêter de défoncer l'air, etc. Et je veux dire, c'est peut-être un peu hypocrite, mais il me semble que n'importe qui, n'importe où, en tout cas en France, peut avoir, s'il réapprend à s'écouter un tout petit peu, le sentiment, la sensation de cet effondrement. Ça se voit partout. Peut-être que vous n'avez jamais vu le champ, mais allez vous promener dans ce cas-là, faites un petit détour. Mais ne serait-ce qu'en regardant la densité de la population animale, vous pouvez immédiatement, même en ville, vous pouvez le sentir. Ça s'effondre. Bon, alors, moi, mon hypothèse, c'est que plus on spécialise ce discours, plus on en fait une expertise qui vient justifier le pouvoir d'expert d'un gouvernement mondial nécessaire parce qu'il doit prendre en charge des risques inhérents à la mondialisation et en l'occurrence l'impact humain sur les écosystèmes à l'échelle de la mondialisation. Voilà. Plus on éloigne ça de la sensibilité individuelle, moins on en fait un objet politique qui permet aux gens de se mobiliser. Voilà. Plus on en fait la nourriture d'une technocratie, moins on en fait quelque chose avec lequel les gens peuvent se mobiliser. Et j'en parlais avec ma femme hier, et elle me disait un truc très raisonnable et très sensé et très fort, qui est tout simple, qui est le principal outil que les civilisations humaines ont utilisé pour épargner leur environnement et pour respecter les relations à l'intérieur des écosystèmes. En gros, le principal moyen grâce auquel l'essentiel des sociétés humaines jusqu'à présent, et en tout cas dans le cadre des sociétés traditionnelles, a réussi à n'impacter que marginalement les écosystèmes dans lesquels ils s'inséraient. C'est des histoires. C'est des histoires, c'est des mythes, c'est des contes, c'est des manières de raconter la vie. C'est des manières d'être, c'est des manières de dire, ici... nous sommes les humains et les humains ça comprend les jaguars par exemple. Lisez là-dessus Descola, ça peut être marrant. Par-delà nature et culture. C'est par des mythes, par des manières de se donner une position peut-être moins centrale et moins omnipotente à l'intérieur du monde, qu'on s'est donné la possibilité de ne pas complètement détruire l'écosystème. Alors je ne dis pas toutes les sociétés traditionnelles, parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout respecté. Par exemple, on soupçonne les habitants de l'île de Pâques, la première population des habitants de l'île de Pâques, de s'être auto-exterminés dans un premier temps en détruisant les arbres de l'île. Destruction des arbres essentiellement dédiés à la construction des statues. Donc des sociétés traditionnelles ont pu avoir des comportements suicidaires en détruisant totalement l'écologie des lieux dans lesquels ils se trouvaient. Voilà. Bon, je sens que je commence à irriter un petit peu la population volante derrière moi, et que va me faire la peau si je bouge pas incessamment sous peau. Et en plus, je cuis. Voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour F, et je me gratte. F comme fin du monde, ou comme farandole, ou... Bref, nous verrons. Salut tes joies et bonne semaine. Tchou.